bibliothèque. La poésie, c'est la langue par excellence qui saisit l'homme par son humanité tout entière. Idée pour l'esprit, sentiment pour l'âme, image pour l'imagination et musique pour l'oreille. Ainsi s'exprimait Alphonse Lamartine dans Des Destinées de la poésie. Amis des belles lettres, bonjour et bienvenue à Bibliothèque. Je vous invite à la danse des mots sous la baguette de Jean-Claude Awono, président de la Ronde des poètes du Cameroun. Tapis rouge à Max Lobé, écrivain camerounais vivant en Suisse, lauréat du prestigieux prix Kourouma au dernier salon du livre de Genève. Au nom de la plume, nouvelle publication du journaliste et écrivain André Bion, contenu de l'ouvrage dans les rayons de Bibliothèque. Et puis, retour aux sources de la sagesse ancestrale, à travers contes et légendes racontés dans un livre que vient de publier Hervé Atangana Oono aux éditions Ifrikria. Jean-Claude Awono, bonjour. Bonjour Michel. Et bienvenue à Bibliothèque. Merci de me recevoir. De la poésie chantée par Georges Brassens pour vous accueillir, c'est un excitant littéraire pour vous, hein? Oui, bien sûr, parce que Georges Brassens, c'est d'abord une grande gueule dans le champ de la production poétique chantée. Et donc l'écouter me met dans une disposition absolument féconde pour la parole que nous allons avoir ensemble. On sent que vous en avez bien l'habitude d'écouter Georges Brassens. Au fait, Jean-Claude Awono, pourquoi dit-on de la poésie qu'elle est une danse des mots? Eh bien, elle est une danse des mots parce que vous voyez qu'on situe la dimension artistique au cœur de l'activité poétique, de la création poétique. Le poète, lorsque il est dans son chantier, il sait qu'avec les mots, il doit produire de la musique. Il doit produire un ensemble de sons qui s'harmonisent et qui sont agréables au cœur et à l'esprit, comme avait dit en son temps Léopold Sédar Senghor. Donc c'est véritablement une activité artistique qui recherche évidemment le beau, mais pas seulement le beau pour le beau, mais c'est le beau pour rééquilibrer non pas seulement le cosmos, mais l'être humain avec lui-même, avec son environnement, avec son devenir et son passé. Et c'est ça qui fait de la poésie un genre littéraire bien particulier. Tout à fait. Entre autres, je pense que si vous évacuez la dimension artistique, la dimension musicale à la poésie, vous l'appauvrissez beaucoup. Donc il faut maintenir ces dimensions, mais ne pas en faire la dimension exclusive, parce qu'il y a d'autres aspects qui participent à l'alimentation, à la construction du texte poétique. Il y a la dimension, par exemple, rythmique, la dimension image, ainsi que le message. Un texte qui ne parle pas à des êtres humains, qui ne leur conseille pas une attitude devant les difficultés de la vie. Je pense qu'un tel texte aura du mal à fonctionner, surtout dans notre contexte africain. C'est ce qui justifie certainement qu'aujourd'hui, il y ait comme une irruption dans le monde littéraire pur des musiciens, comme le récent prix Nobel de littérature, qui était un musicien à la base. Tout à fait. Blick Bassi, qui a eu le grand prix littéraire de l'Afrique noire, c'est un musicien. Et je pense que, ça je l'ai dit par le passé, c'est un artiste. Et de ce point de vue, je pense que quels que soient les compartiments de l'art dans lesquels on peut le situer, évidemment, il peut donner des réponses très satisfaisantes dans ce domaine-là. Alors, tout le monde utilise des mots pour communiquer. Chacun peut-il pour autant se sentir une âme de poète? Évidemment, la poésie, c'est une pratique humaine. À partir du moment où on peut être sensible devant un chant d'oiseau, quand on peut frémir devant un rayon de lune, ou alors ressentir la morsure d'un vent, je pense que toutes ces attitudes sont de nature à révéler l'être poétique que nous constituons. Mais maintenant, il ne suffit pas d'avoir des dispositions. Il ne suffit pas d'avoir cet appareil d'éléments naturels pour conférer à quelqu'un le statut de poète. Il faut encore un travail. Il faut, en plus des acquis naturels, une culture poétique qui est importante, une pratique poétique, ainsi qu'une fréquentation de la poésie et des milieux poétiques. Tous ces éléments, de mon point de vue, créditent en réalité le travail du poète et lui confèrent un statut un peu plus professionnel, un peu plus spécialisé. Avec toute la technicité qui va avec, c'est-à-dire même dans l'écriture, des vers. Tout à fait, il faut apprendre. La poésie est une grosse école de modestie, c'est-à-dire qu'il faut reconnaître les traces qui vous ont précédé. Il faut les assimiler en vue maintenant de faire un bond qui vous permettra sans doute d'aller au-delà. Si on est ignorant de ces traces-là, on ne sera jamais capable de tracer ses propres traces à soi-même.
Ou alors simplement on va faire de la poésie sans le savoir comme M. Jourdain. Voilà, et je peux vous dire que lorsqu'on s'engage dans un tel chantier poétique, on débouche presque toujours sur des navets, sur des choses qui sont insipides, et malheureusement notre poésie est très riche d'insipidité ces derniers temps parce qu'évidemment on oublie que il faut s'arrêter sur ce que je viens d'appeler tout à l'heure, à savoir les traces des autres, les traces laissées par les ascendants, par ceux qui nous ont précédés et qui ont permis évidemment que la culture poétique, la culture de l'écrit poétique puisse se perpétuer et assurer le devenir même de la poétique. Au sujet justement de la culture poétique, Jean-Claude Awona, je vous propose d'écouter des poètes dans l'exercice de leur art, déclamation poétique captée dans un centre culturel de Yaoundé par Christelle Boudjeka. Pluie de mots dans l'espace culturel FIA à Yaoundé. Les poètes ont croisé le verbe devant un public très attentif. Anne-Rachel Aboyoyo écrit depuis son adolescence. Son poème le plus court dure 8 secondes et a pour titre Duel vital. Tu me regardes, tu me fais face et tu m'affrontes. Tu ouvres ta bouche sur des mots vides et tu le sais que les mots ne disent pas la vérité des êtres. Anne-Rachel est aujourd'hui auteure de 2 recueils de poèmes. Senteur du crépuscule, publié aux éditions Ifriqiya en 2011, et Les graines du silence, publié en 2016 à la Société de presse et d'édition du Cameroun, Sopecam. Je parle d'amitié, je parle de franchise, je parle de la mort, mais la mort comme salvation et non comme fatalité. Je parle de l'être positionné dans la vie en face des questions sociales. Je parle de l'amour, mais pas l'amour au sens de tous les jours, l'amour de la terre, l'amour de la nature, l'amour du prochain. Les graines du silence, c'est macro-thème du silence avec ces visages heureux et malheureux, avec le positionnement de la femme. Est-ce que le silence féconde quelque chose de bien ? Est-ce que le silence féconde une personnalité forte et une mentalité humaine? C'est la question majeure du livre Les graines du silence. Le deuxième protagoniste, Ndefo Noubissi, pratique le métier d'enseignant en histoire et géographie au lycée de Matom dans l'Union Ekele, région du centre. Pour lui, la verve créatrice n'a pas de frontières. Je crois que mon entrée dans la poésie, c'est justement parce que je sentais que tout autour de moi, il y avait des choses qu'il fallait faire bouger. Donc, j'entre à la Ronde des poètes en 1998 et actuellement, j'ai déjà publié 2 recueils de poèmes. Le premier était Flac Bigarré en 2007, réédité en 2008, qui a obtenu une distinction, un prix de la poésie rondine, la distinction Nolika, nouvelle littérature camerounaise. Et le deuxième recueil, c'était Testament des ombres errantes, paru à l'Harmattan en 2012. Bon, naturellement, j'ai publié aussi quelques poèmes et des notes de lecture dans des revues, dont Akbeti, Yototi, numéro 1, numéro 2, numéro 3, et Terre de poète, Terre de paix. Ndefo Noubissi balaie plusieurs sujets. Son écriture s'inscrit dans la logique des revendications des hommes avec grand H. Le poème Rien à faire est tiré du recueil intitulé Flac Bigarré. S'il ne me reste plus rien à faire, sous l'étendue moite de ce ciel éclaboussé, je m'agripperai à ma plume rebelle et balafrerai sur le parvis de tes prunelles une farandole de verre qui scande l'éclatante blancheur têtue de l'absence du sang, du larcin, du viol, une immaculée blancheur de colombe. Les 2 poètes ont déclamé leurs vers sous l'encadrement du président de la Ronde des poètes, Jean-Claude Awona. Vous vous reconnaissez dans ce jeu de mots qui relève en fait de votre association, la Ronde des poètes du Cameroun? Ah oui, je crois que la Ronde des poètes, c'est un cadre qui permet aux poètes de se retrouver et de libérer leurs paroles, leur création poétique. Nous refusons la qualité d'école, parce qu'une école, c'est vous faites asseoir des disciples, vous leur enseignez la pratique, l'art, mais ce n'est pas cela la Ronde des poètes. La Ronde des poètes, vraiment, c'est un groupe de rencontres. Et souvent, on n'y trouve que ce qu'on y a amené, comme on dit pour ce qui est de l'auberge espagnole. Oui. Dans l'auberge espagnole, on ne trouve que ce qu'on y amène. Donc, vous venez avec votre texte, on vous écoute, on vous apprécie
Et très souvent, les échanges sont houleux parce que on n'est pas là pour se faire des cadeaux. On est là véritablement pour poser sur la poésie un regard critique, un regard sévère. Lorsque ce que vous avez proposé n'est pas de qualité, on va vous le faire savoir. Il y aura peut-être parfois un peu de respect, mais on ne manquera pas de vous dire, de vous donner un point de vue honnête, sincère sur ce que vous produisez. Et pour nous, c'est le moyen évidemment de faire grandir l'art poétique qui naît de différents regards, de la rencontre des textes, de la confrontation des écrits. C'est cela la condition du devenir de l'écriture poétique. Et en l'état actuel, il y a de belles promesses quand même dans l'écriture poétique. Lorsque vous écoutez les jeunes, ceux qui sont venus surtout après nous, ils se plaignent. Ils nous font remarquer que l'art poétique au Cameroun est en train quand même de connaître une sorte de régression à cause d'une petite, il faut l'appeler peut-être d'une sorte de traversée des déserts que la ronde des poètes elle-même elle a connue. Parce que vous comprenez bien que nous avons créé ce groupe-là lorsque nous étions plus jeunes, plus dynamiques. Et maintenant, on a quand même pris un peu d'âge, on a pas mal de responsabilités, on est devenu parents. Et du coup, le grand engagement qu'on a observé dans les premières années, c'est un peu tidi. Oui. Donc maintenant, on avait espéré qu'il y ait une bonne relève des jeunes qui prennent le relais et qui assurent à ce tard-là son lendemain. Mais il ne nous semble pas que la perche ait vraiment été saisie comme nous l'espérions. Et du coup, la référence aujourd'hui des poètes que vous avez sur le terrain, c'est celle qui s'est construite dans la dynamique de la ronde des poètes. Et donc maintenant, nous nous sommes dit, il faut repartir sur le terrain pour que ces traces que nous avons réussi à imprimer, que nous puissions les mettre à la disposition de la génération qui est demandeuse, qui a soif. Et je pense qu'un chemin se met en place qui va assurer sans doute de lendemain différent pour notre poésie. Et quel est précisément dans ce chantier de la reconstruction, de la redynamisation, le but de ce type de rencontre, de déclamation poétique que vous avez pris l'habitude d'organiser ces derniers temps? Tout à fait. Depuis, je crois, 4 mois déjà, nous avons mis en place ce que nous appelons lecture et écoute poétique. Initiative de la Ronde des Poètes qui consiste vraiment à mettre au devant de la scène poétique des textes et des voix. C'est cela l'élément essentiel. Et lorsque vous allez dans des rencontres internationales, on va écouter des poètes qui viennent porteurs eux-mêmes de leurs textes et qui se font donc écouter par d'autres poètes et par le grand public. Et il nous a semblé que ces standards internationaux, ces normes qui fonctionnent à l'échelle de la rencontre de diverses nations, on peut évidemment les instituer ici. Et il nous semble que cela est porteur de beaucoup de devenir pour l'écriture, parce qu'on a donc la chance de faire écouter les textes, de faire sonner les voix. Et je crois que l'écoute est très très pédagogique, ainsi donc d'amener les jeunes à prendre la mesure de leur propre texte, mais de prendre aussi la mesure des textes qui sont, on pourrait dire, validés par la Ronde des Poètes comme une institution quand même de légitimation aussi, il faut le dire, du texte poétique au Cameroun. Vous parlez tout à l'heure des anciens, ceux qui vous ont précédé dans cet art, la poésie. Quel regard portez-vous justement sur ce qu'on peut qualifier de patrimoine camerounais en matière de poésie? Qui sont ceux-là qu'on peut présenter aux jeunes aujourd'hui comme référence? Nous avons hérité des traces très fortes, même si à un moment donné elles ont été très peu visibles, parce que avec la disparition de l'APEC et l'absence de repères stables laissés, l'Association nationale des poètes écrivains du Cameroun, qui avait été créée en 1960 par René Philombe, par Louis-Marie Pouka, Ernest Alima et les autres. Donc ils ont instituer la poésie sous sa forme moderne, on peut le dire, au Cameroun. Donc ils ont produit des écrits, des textes poétiques, des revues, ils avaient des rencontres également. Malheureusement, il y a eu ce que je peux appeler une sorte de coupure générationnelle, parce que ce qu'ils ont produit, ils l'ont pas installé dans un espace repérable dans lequel nous pouvions aller nous alimenter. Et du coup, il a fallu bosser très dur pour nous reconnecter un peu à la racine, à ce que eux ils avaient fait. Mais je pense que par diverses formes, on a réussi à le faire. Et du coup, évidemment, nous pensons que cette source première, faite des poètes de la création de l'institution poétique camerounaise, je vais citer René Philombe, qui est vraiment l'icône centrale, la personne centrale autour de laquelle gravite cela. Il faut citer aussi Patrice Caillot, Ernest Alima, je dis Jeanne Gomaï, qui a laissé une œuvre poétique également digne de ce nom. Je pense que cette première génération nous a enseigné beaucoup de choses, et pour nous qui sommes les héritiers de cette génération-là, je pense que nous disons
par notre attitude vis-à-vis de leurs textes, toute notre modestie, toute cette modestie qui est consubstantielle à l'acte évidemment d'acquisition et de transmission de la pratique artistique. Alors, pour terminer, aujourd'hui, quel regard portez-vous sur l'avenir de la poésie au Cameroun? À partir de cet état des lieux, vous êtes en plein chantier de reconstruction. Quelles sont pour vous les perspectives d'avenir? Bien, je pense que la parole poétique, on peut se poser des questions quand même dans notre contexte aujourd'hui qui est un peu grisé par la mondialisation, il faut le dire, par l'irruption de l'outil Internet, du monde numérique qui s'institue comme un nouveau maître. Sans maître quelquefois, parce qu'il suffit de se mettre devant son téléphone ou son ordinateur et on est tout de suite coupé du reste de la vie, du reste des repères classiques. Les anciens repères ont du mal à trouver leurs repères dans un univers mondialisé et dont le média essentiel est le numérique. Donc je pense que si nous ne prenons pas suffisamment conscience du danger et du risque que représente cet univers-là, cet espace numérique pour recadrer notre travail en tant que poète, on risque de compromettre de manière très durable la pratique poétique au Cameroun. Donc nous devons prendre conscience de cela, savoir que de plus en plus des jeunes vont aller lire des textes plutôt sur le numérique que aller écouter des voix, aller dans des espaces. Il faut qu'on prenne conscience de ça et donc travailler à équiper l'espace numérique des textes poétiques qui sont des textes de référence produits par les poètes camerounais. Très bien. Les jeunes doivent écouter des voix dans le domaine de la poésie. Jean-Claude Aouna, vous en êtes une. Voilà. Et si on terminait par une déclamation? Moi, je rigole du temps qu'on nous donne, du temps qu'on nous prend, de mon père qui gronde, de ma mère qui pleure. Je rigole de tout. Le monde est comme ça. Quand je suis dans ma chambre, je compte les taxis qui passent. Tous les taxis. Les beiges, les jaunes, les rouges. Même le taxi rouge qui écrasa Loulou. Le même que le policier fusilla, le même taxi rouge qui roule sur la rue de Montois, le même qui promène partout ma rigolade et fait que le monde est comme ça. Je rigole fort, je rigole de tout, de mon père qui gronde, de ma mère qui pleure, qui m'observe, qui m'attend comme on observe, comme on attend un héros. Je rigole de tout, même des corbillards qui taisent le silence. Le monde est comme ça. Bravo, Jean-Claude Aouna, président de la Ronde des poètes du Cameroun. Merci infiniment d'être venu à Bibliothèque. C'est moi qui vous remercie et vraiment beaucoup de chance, beaucoup d'avenir à cette belle émission à laquelle notre ami Serge Pout a imprimé des marques très très fortes et merci de continuer une telle initiative. Donne-moi encore l'occasion de faire un texte provisoire, des paroles qui ne sont écrites nulle part. Si la littérature était un lycée, moi je serais le proviseur. En gros, je dis toujours aux jeunes, lisez parce que le livre c'est le savoir. Ceux qui se penchent sur le livre dans ce monde sont ceux qui savent voir. Ce qui est caché est dans la tête de celui qu'on peut facilement tromper. En gros, Bibliothèque, c'est l'émission que je conseille à tous et à tous. Pas seulement à tous ceux qui toussent des mots, à tous ceux qui savent faire des démos de mots. Bref, aux démons de la littérature, comme à ceux qui ne lisent pas encore. Penchez-vous sur les livres, écoutez Bibliothèque, c'est tous les mardis à 16h. Parole de RN artiste statique antistatique, le slammer camerounais Rodrigue Diana. La passion de l'écriture chez André Bion. Le journaliste écrivain vient de publier son deuxième ouvrage Au nom de la plume aux éditions Ifrikria. Blaise Anissé Abegandengue a rencontré l'auteur qui en livre la teneur. André Bion, bonsoir et bienvenue à Bibliothèque sur Poste National CRTV. Blaise Anissé Abega, bonsoir et merci de me recevoir dans Bibliothèque. Au nom de la plume, c'est un titre plutôt dogmatique pour une histoire, celle d'un trio de débrouillards en quête d'un mieux-être. Je ne dirais pas un titre dogmatique, je dirais tout simplement un titre évocateur, un titre à plusieurs significations, un titre que j'ai voulu attractif, un tout petit peu mystérieux, voilà. On est véritablement dans un mystère et dès la première de couverture, nous avons pour ainsi dire la promesse d'une intrigue aux multiples péripéties. Oui, bien sûr, tout cela participe de mon intention d'attirer, créer le suspense, de mettre le lecteur dans un état d'esprit qui éveille sa curiosité, qui aiguise sa gourmandise et qui finalement le pousse à se retrouver capturé et captivé en même temps par le livre. Alors, tel un voyage initiatique, il s'agit de trois bonhommes en quête vers un mieux-être. Ils arrivent au journalisme par opportunisme ou par dépit. Je ne sais pas si je vais dire qu'ils arrivent au journalisme parce qu'en fait, ils font ce que je vais appeler une tentative d'incursion dans le métier noble qu'est le journalisme quand on le pratique de manière responsable. Ils pensent
sans ce pouvoir se servir du journalisme pour assouvir leurs besoins pécuniaires. Alors du coup, je dis non, le journalisme c'est pas un prétexte pour atteindre un objectif, mais c'est un métier qui a ses règles, c'est tout un art. C'est un véritable problème de fond. Pourquoi avoir choisi de le théâtraliser plutôt que de le romancer, par exemple? Oui, d'abord j'aime le théâtre, j'aime tout ce qui est gai, et il n'y a pas mieux que le théâtre comme genre littéraire pour traduire cette joie qu'on ressent, qui nous remplit l'être. Donc j'ai voulu, à ma façon, dire les choses en riant, pour parler comme Molière, corriger les mœurs en riant, voilà. Et plus qu'un écrivain engagé dans son temps, vous êtes également un chroniqueur d'une actualité brûlante, la presse à gages que vous dénoncez. Oui, je pointe un doigt accusateur sur la presse à gages et de manière générale, je pointe un doigt accusateur sur tous ces journalistes que j'ai appelés journaleux et qui pensent que le journalisme est un moyen de gagner de l'argent parce que en le faisant, ils laissent des traces très sales sur le journalisme et finalement, tout le monde dit « Ah, les journalistes ». Et précisément, dans la psychologie de vos personnages, il y a un qui se distingue, un Kompawa, qui se présente, pour ainsi dire, comme votre avatar, cet archétype du journaliste formé à bonne école, c'est bien ça? Disons que ce personnage, je l'ai choisi pour qu'il incarne un peu tous ceux-là qui ont pratiqué ce métier. À votre image, par exemple? J'avoue que je n'ai pas envie de parler de moi parce que je parle du livre. Non, c'est pas forcément mon histoire. Et lui, justement, ce personnage, Pawa, est là pour... Kompawa. Oui, Kompawa dit Pawa. Je préfère l'appeler Pawa parce que c'est son petit nom dans l'œuvre. Donc, il est là pour rappeler, pour présenter aux gens qui lisent les différentes facettes de notre environnement communicationnel, de notre sphère journalistique. Vous convenez avec moi que dans notre société, il y a ceux qui ont vraiment appris, qui maîtrisent le métier, et d'autres qui se contentent seulement du génie, et d'autres même qui n'ont ni le génie, ni la connaissance du métier. Très bien, ce qui nous plonge fatalement à la sempiternelle question, qui est journaliste ou qui ne l'est pas? C'est un débat qui était très brûlant lorsque j'achevais la rédaction de cet ouvrage. Les états généraux de la communication venaient de se tenir, on avait dégagé pas mal de normes, de règles visant à épurer, à nettoyer la profession, voilà. Naître ou ne pas naître journaliste, et n'en déplaise aux puristes, est-ce que le journalisme n'est pas d'abord une affaire de talent, un savoir-faire connu de tous et par tous? André Bion. Le journalisme est une affaire de talent, oui. Le journalisme est une affaire d'école, oui. Le journalisme est aussi une affaire à la fois d'école et de talent. Et c'est là que je me situe. Et vous, André Bion, à titre personnel, êtes-vous journaliste, journaliste écrivain ou écrivain journaliste? J'avoue que c'est... Mais écoutez, je suis d'abord journaliste, ensuite écrivain, parce que c'est cet ordre qui s'est imposé à ma vie. J'ai appris le journalisme et après j'ai commencé à apprendre à écrire. Voilà. Je la pose parce que c'est écrivain, c'est toute une carrière, des gens bâtissent toute une carrière dessus et ils sont jaloux de leur métier. Oui, mais quand on est passionné, il est difficile de les séparer, il est difficile de préférer l'un à l'autre. Mais bon, étant donné que le journalisme est venu avant l'écriture, je dis je suis journaliste, écrivain. Dans le journalisme, on est tenu de respecter les faits. Les faits sont sacrés. En revanche, en ce qui concerne l'écriture, c'est un monde qu'on imagine à notre manière. Bref, on devient un petit dieu pour son livre. Un démiurge. Un demi-urge, absolument, un demi-urge qui a le pouvoir de faire mourir plus rapidement un acteur que l'autre, qui a même le pouvoir de ressusciter certains. Et justement, en parlant de démiurge, c'est une fin plutôt dramatique pour vos trois héros. Une fois de plus, c'est le bien qui l'emporte sur le mal. Oui, parce que je suis positif dans ma vie. Il fallait bien trouver un moyen de mettre un thème à cette situation négative. Vous savez, j'ai eu du mal à écrire les dernières pages de ce livre parce que je me demandais quel sort il fallait réserver à Manse, Kwamo et Beka. Je me demandais, est-ce que en les laissant vivre, je n'étais pas en train de cautionner une manière de faire que je dénonce pourtant? La solution qui m'est venue là, c'était la prison. Alors j'ai pensé que ça peut attirer l'attention sur jusqu'où les actes que nous posons peuvent nous conduire. André Bion,
Le problème de franc-tireur en journalisme est aussi vieux que Théophraste Renaudot, fondateur de la Gazette, et donc presque indissoluble. Pourquoi ne pas magnifier la beauté du métier, célébrer le plus beau métier du monde, plutôt que de relater la vérité crue, nue, par un réalisme qui peut être un coup de pied dans l'eau? D'abord, j'ai été très inspiré par Père son âme, Séverin Cécile Abega. Pour moi, c'est l'un des meilleurs rédacteurs camerounais que j'ai connu. J'ai pensé que la meilleure façon j'ai envie de dire, de célébrer le journalisme, c'est justement de parler de lui tel qu'il est et de présenter une nouvelle façon de voir. Donc je suis pas un rêveur, non. Sinon j'aurais même choisi de décrire cet ouvrage sous forme de poésie, peut-être un recueil de poèmes, effectivement comme vous disiez tantôt, qui fait rêver. Moi j'ai choisi de célébrer le journalisme en dénonçant les tares qui lui font perdre son éclat. Au nom de la plume, pièce de théâtre parue aux éditions Ifré Criard, André Béon, merci d'avoir accepté de répondre aux questions de bibliothèque sur le poste national CRTV. C'est moi qui vous remercie, Blaise Anissé Abega. C'est avec beaucoup d'émotion que j'ai accepté de me prêter à cet exercice parce que à une certaine époque, j'étais presque un meuble de bibliothèque et donc c'est vraiment un très grand plaisir pour moi. Merci, la bibliothèque est toujours ouverte. Littérature sans frontières, direction Genève en Suisse à la rencontre d'un écrivain qui fait bouger les lignes de la littérature camerounaise dans la diaspora. Hommage à Max Lobé, lauréat du prix Kourouma au dernier salon du livre de Genève. Bonjour Max Lobé. Bonjour. Déjà félicitations pour le prestigieux prix Kourouma que vous venez de remporter. Merci beaucoup, merci, ça fait vraiment plaisir. Alors, merci aussi de nous répondre depuis Genève en Suisse. Présentez-nous le prix Amadou Kourouma et dites-nous ce qu'il représente pour vous en tant qu'écrivain. Le prix Amadou Kourouma est un prix qui a été créé par des spécialistes de littérature et spécialement de littérature africaine après le décès d'Amadou Kourouma au début des années 2000. Et c'est un prix qui récompense un auteur pour la pertinence de son œuvre qui va en droite ligne avec le travail d'Amadou Kourouma. Vous savez, c'est un monsieur qui a beaucoup écrit sur l'Afrique post-coloniale et qui a beaucoup travaillé sur la langue française. Pour moi, ça représente une belle récompense pour le travail que je fais déjà depuis quelques années, le travail de romancier. Je suis à 3 romans et ça représente vraiment une belle récompense, surtout pour ce roman-là, Confidence, qui parle de la guerre de libération, de la guerre d'indépendance du Cameroun, avec bien sûr un travail de la langue. Pour ceux qui me lisent, qui me suivent depuis mes débuts, ils savent que j'écris avec une langue française tout à fait particulière, parce que je considère que la langue française aujourd'hui est une langue africaine, comme le Bassa, le Malinké, le Bamileke ou le Yoruba. Bien avant Confidence, vous avez écrit La Trinité Bantou et 39 rues de Berne. De quoi parlent ces deux autres livres? 39 rues de Berne parle de trafic de femmes, de prostitution. Il y a aussi la question d'homosexualité. Et dans La Trinité Bantou, c'est un livre assez suisse pour le coup, parce qu'il est la question des mouvements d'extrême droite en Suisse et aussi de rapport nord-sud en fait entre l'Est et le Sud, comme je l'appelle dans le livre, et puis le Bantouland, qui est un pays imaginaire qui pourrait être le Cameroun, mais qui ne l'est pas en fait, parce que ça correspond à tout l'ensemble des pays qui regroupent le peuple bantou. Max Lobé, vous vivez en Suisse depuis plus de 10 ans maintenant. Que pouvez-vous dire sur la présence de la littérature et même des auteurs camerounais à Genève? Le Cameroun littéraire est-il connu là-bas? À Genève, il n'y en a pas assez de Camerounais, même d'Africains qui fassent de la littérature. En tout cas, à ce niveau auquel je me trouve aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup. Je pense peut-être être le seul, si je ne m'abuse. Vous savez, la littérature francophone de manière générale, camerounaise, de la diaspora, se fait surtout à Paris. Je trouve que moi, je suis à la périphérie, à Genève, mais on reste francophone. Et dans mes textes, je parle beaucoup de Genève, bien sûr. Je parle aussi beaucoup du Cameroun parce que je reste très attaché au Cameroun. Ce que moi je voudrais dire, c'est que le livre n'est pas là pour dénoncer. Le romancier est un artiste avant tout. Et il a vocation à donner un moment de plaisir de lecture à son public. Je ne me transformerai jamais
militant en Amnesty International pour aller défendre quelque cause que ce soit. Je présente les faits, quitte au lecteur de se faire une idée et puis voilà, de réfléchir par rapport à la question. Cela ne veut pas dire que j'ai pas de point de vue. Hein. J'ai des points de vue que je peux exposer, mais dans mes livres, je ne fais pas de réquisitoire ou de rapport de Human Rights Watch. C'est pas mon travail. Toujours dans la représentativité de la littérature camerounaise, vous avez quand même senti le Cameroun présent au dernier salon de Genève? Oui, voyez-vous, la littérature camerounaise, elle est très présente dans beaucoup de salons de par le monde. À Genève, récemment, là, il y avait Gaston Polefa, il y avait Séverine Kodio Granvaux, qu'on peut considérer aussi comme auteur du Cameroun, il y avait Kidi Bébé, et puis Max Lobé, et bien sûr. Les Camerounais sont très prolifiques, hein, ils sont très présents, ce sont des personnes présentes partout, on peut dire, partout, pas seulement d'un point de vue géographique, mais aussi d'un point de vue culturel, que ce soit dans la littérature, dans la peinture, dans la chanson, ils sont partout et on ne peut qu'en être fier, c'est le Cameroun qui gagne. Oui, parlant de la chanson, chanson et littérature, vous avez certainement entendu parler de Blik Bassi, grand prix littéraire d'Afrique noire. Oui, Blik Bassi, c'est un frère, c'est un grand frère que j'aime beaucoup. On était à Genève ensemble l'été dernier pour la présentation de nos différents livres. Moi du cinéma, c'est Confidence. Exactement. Déjà, c'est un grand musicien. J'ai assisté à quelques de ses concerts. On en sort vraiment abasourdi. On est étonné. C'est vraiment une nouvelle génération, un nouveau type de musique. J'ai même envie de dire expérimental. C'est un autre type de musique. Et puis, il nous a étonnés avec son roman. Si je prends l'année écoulée, cette année littéraire, on voit que le Cameroun brille vraiment hein, en littérature, que ce soit Mbolombo avec voici venus les rêveurs, que ce soit Blik Bassi, que ce soit M. Le Boom, ou moi, la littérature camerounaise n'est pas morte. Au contraire, elle brille en Afrique, elle brille. Et il y a beaucoup de choses à dire. Pour terminer, Max Lobé, à 31 ans, vous faites partie de la nouvelle génération d'écrivains africains. Quels sont vos modèles en écriture? Il y en a tellement. En tout cas, sur le ciel africain, tout au moins. Sur le ciel africain. Là, je pourrais citer Kourouma, ce serait trop facile. Hein. Je pourrais citer Amadou Kourouma, mais aussi Mongo Betty. Oui. Mongo Betty, j'aime bien sa littérature. J'aime bien la façon dont il pose les questions importantes de notre société. Une fois de plus, le fait de poser certaines questions ne veut pas dire qu'on va en guerre. Non, c'est simplement la volonté de pouvoir parler de certains sujets qui sont peut-être bannis hein, de l'espace public. Max Lobé, merci infiniment d'avoir accepté de répondre aux questions de la CRTV depuis Genève en Suisse et nous vous souhaitons bon vent. Hein. Merci beaucoup à vous, merci et puis j'espère éventuellement être au Cameroun bientôt pour pouvoir justement célébrer ce parcours. Il est très court, hein, mais pourquoi pas. Et puis j'invite quand même le Camerounais à me lire parce que ce serait dommage d'entendre parler d'un auteur comme ça sans avoir lu exactement son travail. Est-ce que vos livres sont disponibles ici à Yaoundé tout au moins? Peut-être aux instituts français ou au musée d'art moderne, ils doivent être disponibles. On est en train de voir avec ma maison d'édition la possibilité de vendre des droits exclusifs hein, au Cameroun, notamment pour le livre Confidence, parce que c'est un livre qui est écrit. On pose souvent la question justement aux artistes, vous écrivez pour qui? Pour le moment, mon lectorat est occidental, mais ce livre-là, en l'écrivant quand même, je pensais aux Camerounais, aux jeunes Camerounais. Parce que la langue qui est utilisée dans ce livre, c'est le franglais pratiquement. Donc je pense que l'homme de la rue lirait Confidence avec très grand plaisir, aucune difficulté. Nous vous attendons à Yaoundé et ne manquez pas de marquer un arrêt à la maison de la radio CRTV. Nos portes vous seront grandement ouvertes. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. À présent, retour aux sources de la sagesse africaine. Hervé Atangana Oono publie Contes et légendes de mon enfance chez Ifrikria à la redécouverte de l'épopée des maîtres de la parole épique dans cet entretien que l'auteur accorde à Pierre Belinga. Bonjour Hervé Atangana Oono. Bonjour madame. Rien dans votre cursus académique et professionnel ne vous prédestinait à l'écriture. Alors pourquoi le choix de la plume? Je crois que j'ai grandi aux côtés des
mes parents enseignants. Et puis je l'ai dit dans mon ouvrage, aux côtés de mon papa qui aimait bien raconter les histoires, ma maman également. Donc je suis le fruit de cela. Contes et légendes de mon enfance, c'est le fruit de toute ma vie d'enfance qui m'a permis aujourd'hui de revenir à ce que j'ai toujours aimé entendre et raconter à mon tour aussi. Même le docteur François Bingono l'a dit dans sa préface que mon cursus scolaire ne me prédestinait pas ou ne me prédestine pas à la plume. Et je dis, j'ai tellement écouté des histoires que j'ai dans ma tête. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Les laisser mourir avec ma mémoire un jour ou alors les mettre sur papier pour que le public puisse en bénéficier. Je me suis décidé à un moment donné d'en faire un livre. D'où tirez-vous les différentes histoires rassemblées dans votre œuvre intitulée « Contes et légendes de mon enfance » ? Tel que précisé dans la 4e de couverture de mon livre, je tire beaucoup de ces histoires de mon papa, mais aussi de différents conteurs. Il y en a que j'ai écouté juste une fois à la radio, en Ewondo, et puis d'autres que j'ai écoutés dans diverses autres chaînes sur le plan national et même international. Mais beaucoup plus les contes racontés par les conteurs Betty ou Fang Betty. En tant qu'Africain, en tant que Camerounais, quel est pour vous l'intérêt de cette odyssée dans l'univers des contes et légendes ? Je dirais tout simplement que c'est un livre qui est d'un intérêt social, un intérêt culturel avéré. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on peut tirer dans nos cultures pour améliorer notre société. Hervé Atangana Owono, avez-vous une cible particulière en ce temps de mondialisation ? Je dirais que c'est tout le monde. Mais particulièrement, les contes s'adressent beaucoup plus aux enfants, aux adolescents, qui ont besoin encore de faire changer leur façon de penser ou leur façon d'agir aujourd'hui dans notre société. Mais aussi, il y a des aînés qui n'ont pas eu à entendre les contes, à bénéficier des enseignements, des leçons qui sont dans les contes. Aujourd'hui, je pense que c'est tout le monde qui a besoin des contes et légendes dans notre environnement actuel. La plupart des passages de votre ouvrage sont en langue Ewondo. Ne craignez-vous pas de confiner votre message à un public restreint ? Non, je ne pense pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'heure est à la promotion des langues maternelles, mais le livre est assez fluide. L'Ewondo même que j'écris se rapproche un peu du français. Donc véritablement, je crois que tout le monde peut trouver son compte sans véritable souci. Les contes d'Amadou Koumba, de Birago Diop. Les chants étaient soit en Wolof ou bien dans une autre langue. Comment est-ce qu'on faisait ? Je crois qu'on s'intéressait beaucoup plus au contenu en français qui détient les leçons et l'histoire. Le reste, c'est juste pour meubler le conte. C'est-à-dire qu'après chaque chant, on met entre parenthèses la signification, tout au moins le résumé de ce qui est dit dans le chant. Alors, à la première de couverture de Contes et légendes de mon enfance, vous montrez un vieillard avec des enfants assis à même le sol. Qu'est-ce que cela traduit ? Voilà, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Il y a des jeunes, il y a des vieillards, les enfants sont assis à même le sol. C'est une façon de recevoir et une bonne façon de recevoir. À notre époque, quand nous recevions ces contes, c'était comme des leçons qui nous tombaient dessus. Parce que nos parents, nos aînés, c'était des grandes personnes qui nous racontaient des histoires que nous devions juste gober et chercher à en tirer les leçons. Donc c'est pourquoi cette posture-là par rapport aux aînés, les enfants sont assis à même le sol, c'est une position de prière, une position de réception. Comment justifiez-vous l'utilisation de la littérature orale, considérée comme la première forme de littérature africaine ? Je crois que la littérature orale a eu un très grand rôle. Et elle a même encore un très grand rôle dans notre société actuelle. Mais ce que je devrais dire et que je prouve par mon livre, c'est que c'est mieux de formaliser tout ce que nous avons comme culture orale pour que nous puissions le rendre périn parce que ça a tendance à être oublié aujourd'hui. J'ai quelque chose peut-être de différent avec les autres conteurs. Aujourd'hui, moi, je me suis dit, dans mon processus, pour me faire connaître au public, il ne faut pas que je commence par compter comme tout le monde dans les espaces publics. Mais il faut que je montre que je suis aussi quelque part un intellectuel. Donc quelqu'un qui peut d'abord présenter ses contes sous une autre forme avant maintenant de commencer à faire les plateaux où je pourrais raconter ces contes en live. En tant qu'écrivain du 21e siècle, en quoi est-ce que votre ouvrage reflète son époque ? En fait, l'œuvre Contes et légendes de mon enfance, c'est la part de la contribution du peuple Fang Betty dans l'émergence de notre pays actuellement, que nous recherchons et que nous avons fixé à 2035. Je veux ici
qu'on puise dans nos traditions pour apporter aujourd'hui une contribution. Il faut retourner dans le passé pour puiser ce qui est bon afin de construire le présent. Je crois qu'il vaut mieux savoir d'où on vient avant de savoir où on va aller. Il faut qu'on ait des repères dans nos sociétés et alors ces contes et légendes peuvent constituer une sorte de repère pour la jeunesse pour qu'elle puisse mieux savoir comment évoluer dans notre monde actuel et puis contribuer à l'émergence du monde et non seulement de notre pays. Hervé Atangana Owono, merci. C'est moi qui vous remercie. Dernier halte dans votre magazine littéraire Biblio Web Actu sous la plume de Vanessa Onana. Archéologie préventive et patrimoine en Afrique centrale. C'est un ouvrage scientifique rédigé par des enseignants d'archéologie camerounais. Christophe Mbida-Mindié et Raymond Nebane Assomban sont tous deux maîtres de conférences rattachés à la faculté des arts, lettres et sciences humaines de l'université de Yaoundé 1. L'archéologie préventive dont parlent les auteurs a pour vocation de préserver et d'étudier les éléments significatifs du patrimoine archéologique menacé par les travaux d'aménagement. Paru aux éditions Clés, l'ouvrage de 309 pages est un plaidoyer qui prône un développement économique raisonné, durable, soucieux de préserver l'environnement, les vestiges du passé et le potentiel de connaissances qu'il recèle. L'Institut de recherche et d'études africaines vient de faire paraître le 6e tome des cahiers de l'IREA intitulé « Vision sociologique et anthropologique ». 7 experts mutualisent leurs connaissances et les concentrent en 6 cahiers. De l'homosexualité au bouleversement des anciens repères institutionnels, en passant par la volonté d'un consommant local, les problèmes sociaux de l'Afrique actuelle sont mis sur écrit en 207 pages. Terminons avec le patrimoine culturel camerounais. Le peuple Babimbi, dans le département de la Sanaga-Maritime, est mis à l'honneur dans une monographie intitulée « Les Babimbi des origines à nos jours ». L'œuvre est de Sa Majesté Inaxis Jean Chrysostome, chef traditionnel et Mbombok. Sur 165 pages, l'auteur met en exergue les potentialités traditionnelles et intellectuelles des Babimbi. C'est une œuvre éditée par l'imprimerie Don Bosco. Voilà, Bibliothèque se referme, prise de son et post-production Yannick Ayangma. Pierre Belinga assurait la réalisation. Je suis Michel Abanda à ce microphone. Bonne suite des programmes sur le poste national de la CRTV. Bibliothèque, c'est par ici la sortie. Bibliothèque est une production CRTV et Radio.